Troisième et dernier volet, donc, qui sera à propos du temps cosmique proprement dit. Et on peut considérer que les deux exposés précédents étaient des introductions d'une certaine manière. Puisqu'on a vu que les deux théories de la relativité, restreinte et générale, nous amenaient à modifier nos conceptions du temps. Et finalement, à abandonner l'idée d'un temps unique au profit d'un temps pour chacun. Un temps pour chacun qui d'ailleurs n'est bien défini que localement, c'est-à-dire le temps qui m'est propre au sens de la relativité, c'est le temps que je peux lire à ma montre ou dans mon environnement immédiat, mais pour moi, ça n'a pas de sens a priori de dire il est 8h50 dans la galaxie d'Andromède si je me réfère à mon temps à moi. C'est-à-dire que si je veux pouvoir dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire si je veux vouloir prolonger la validité de mon temps propre au-delà de mon environnement immédiat, celui où il y a ma montre, eh bien, il va falloir que j'applique une nouvelle procédure. Et je viens de relire, là, il se trouve l'article d'Einstein en 1905, et déjà, il explique tout ça. C'est-à-dire qu'en 1905, l'article qui fonde la relativité restreinte indique déjà très clairement que cette notion de temps, d'abord, elle est personnelle à chacun, comme je l'ai dit, et elle est essentiellement locale, c'est-à-dire qu'elle n'est valable que dans l'environnement de celui pour qui ce temps est valable. Nous tous, nous avons chacun un temps propre, et il se trouve que, malgré tout, c'est une très bonne approximation de continuer, d'étendre, si vous voulez, la validité de mon temps propre jusqu'à vous. La première raison qui me permet de faire ça, et il y en a deux, la première raison qui me permet de faire ça, disons du point de vue de la relativité restreinte, on l'a vu, c'est que nous sommes les uns par rapport aux autres quasiment au repos. C'est-à-dire même si on monte dans une voiture ou un avion, on ira toujours à des vitesses tellement faibles devant celles de la lumière que les éventuels petits effets de désynchronisation ne rentreront jamais en jeu. Ils sont beaucoup trop négligeables. Et le deuxième point, qui a trait plutôt à la relativité générale, c'est que nous tous, nous sommes, disons, dans le même champ gravitationnel qui est celui de la Terre. Et ce champ gravitationnel, disons, à l'échelle de cette salle, évidemment, il ne varie pas, il est complètement constant. Donc, entre votre position et la mienne, il n'y a pas, on pourrait dire, de différence de potentiel. Bon, déjà, si on montait en haut du Mont Blanc, on aurait une petite différence dans l'écoulement du temps qui serait sensible. Je crois que ça a été calculé et que cumulé sur la vie d'un homme, ça ferait quelque chose qui est 1 seconde. Donc ce n'est pas beaucoup, mais vous savez qu'aujourd'hui on a des horloges extrêmement précises, donc c'est quelque chose qui pourrait être mesurable. Et si vous avez, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, si vous avez une horloge qui bat très exactement la seconde, si vous avez deux horloges identiques qui battent chacune très exactement la seconde, vous en gardez une ici, vous envoyez l'autre au sommet du Mont Blanc, et vous arrangez un système de manière qu'à chaque tic-tac, ça vous envoie un signal, eh bien, vous allez recevoir les signaux ici, que vous avez mesurés avec l'horloge identique restée sur place, et vous allez voir que les signaux n'arrivent pas toutes les secondes, mais toutes les secondes, plus une petite fraction, qui va être évidemment dans ce cas très petite, parce que la différence de potentiel est infime. Mais si au lieu du haut du Mont Blanc, on avait pris la surface du Soleil, par exemple, et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, eh bien, ça a été fait. Ou si l'on prenait encore la surface d'une étoile ou d'un astre beaucoup plus condensé, donc avec un champ gravitationnel beaucoup plus intense, eh bien, on aurait des effets encore plus intenses également. Donc vous voyez que chacun a son temps. Pour nous tous, c'est un effet qui ne va jamais se manifester, disons, dans la vie courante, mais dans toutes les expériences de physique, dès qu'on veut atteindre une précision importante, il faut en tenir compte. Et d'autant meilleure est la précision que l'on désire, d'autant sera restreinte la zone dans laquelle on pourra appliquer un temps unique. Bon, tout ça, c'est donc bien connu maintenant, c'est bien confirmé, et vous voyez que on peut voir le bilan, bien sûr, on peut le voir de manière positive, comme je vous avais dit,
pour la relativité restreinte, c'est-à-dire que maintenant on a gagné un espace-temps, mais malheureusement, quand on fait une expérience et qu'on veut l'interpréter, on n'a pas toujours envie de se placer dans le cadre de l'espace-temps, puisque les notions d'espace et de temps auxquelles nous sommes habitués, elles sont bien commodes. Donc le fait d'être obligé à y renoncer, dans certains cas, c'est plutôt une gêne que quelque chose de positif. Alors, prenons par exemple le cas de la cosmologie, je vais y arriver. Eh bien, la cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans sa globalité. Donc, vous vous rendez bien compte, avec tout ce que je viens de dire, que si cette étude se place dans le cadre de la théorie de la relativité, et comme je vais le dire dans un moment, c'est bien le cas, ben ça veut dire que chaque objet, on va dire chaque objet, c'est son propre, constitue un observateur ou une horloge, si vous voulez. Donc, chaque objet a son temps qui s'écoule différemment. C'est-à-dire que si vous avez des objets qui ont des trajets différents, comme les jumeaux, bah, ça peut être aussi des atomes qui ont des fréquences de vibration, qui sont transportés, qui se rejoignent de nouveau. Eh bien, pour l'un, lorsque se déroule 1 million d'années, pour l'autre pourra s'en dérouler 10 milliards. Hein, vous avez bien compris. Donc on se dit, bah, finalement, dans un univers comme ça, on va avoir du mal à définir un temps unique, puisque chacun a son temps. Et donc, si on voulait parler de l'histoire de l'univers, de l'évolution de l'univers, on va se trouver très gêné, parce que selon qu'on exprime cette histoire en fonction du temps de l'un ou de l'autre, ça sera totalement différent. Ça sera une histoire très rapide ou au contraire très lente, ou bien on ne pourra pas définir d'histoire du tout, peut-être. Donc, il y a quelque chose qui semble a priori gênant et qui nous empêcherait de faire de la cosmologie. Et pourtant, comme je vais vous l'expliquer, eh bien, on peut malgré tout définir ce qu'on appelle un temps cosmique qui sera unique, qui va dans certains cas correspondre avec le temps propre de certains des observateurs, mais forcément pas avec tous, puisque les temps des uns et des autres diffèrent. Donc si ce temps cosmique coïncide avec le temps de certains observateurs, il ne coïncidera pas forcément avec ceux des autres. Donc vous voyez que s'il existe un temps cosmique, déjà, avant de savoir même comment on va le définir, si vraiment c'est possible, on peut déjà dire que s'il en existe un, il va sans doute coïncider avec le temps propre de quelques-uns, mais pas de tout le monde. Donc il y aura des objets pour qui le temps propre, des objets, des horloges, des observateurs, comme vous voulez, pour qui le temps propre ne coïncide pas avec le temps cosmique. Ça sera forcé. Bon, alors arrivons donc à la cosmologie. Je stoppe pour un moment mon discours sur le temps. Je vous raconte une autre histoire qui est celle de la cosmologie. Je vais essayer de faire vite, c'est-à-dire je vais essayer de vous raconter 15 milliards d'années en à peu près 20 minutes. Ou plutôt que de vous raconter l'histoire de l'univers depuis 15 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, je vais plutôt vous raconter très brièvement l'histoire de la cosmologie elle-même, si vous voulez, en tant qu'évolution d'une discipline dans notre civilisation occidentale. Je ne vous parlerai pas des cosmologies des autres civilisations. Pourquoi je veux vous raconter cette histoire? C'est finalement pour mettre en place la cosmologie d'aujourd'hui, à savoir la cosmologie des modèles de Big Bang, qui est celle à propos de laquelle nous allons vouloir définir un temps et un temps cosmique. Alors, comme je vous l'ai dit, les notions de temps et d'espace n'ont pas toujours existé, du moins pas toujours telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Alors, si l'on remonte par exemple aux physiciens grecs, ou plutôt aux philosophes de la nature, comme on les appelle, eh bien, on s'aperçoit que toute la civilisation grecque, enfin pas toute, mais une bonne partie, l'Antiquité et le Moyen-Âge, ont été dominées par la philosophie de Platon et de son disciple Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il y a eu évidemment d'autres conceptions de la physique, de l'astronomie, de la cosmologie, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici, donc je m'intéresserai simplement à cette conception de Platon et d'Aristote, qui est celle qui a dominé le monde pendant à peu près 2 millénaires, c'est-à-dire jusqu'à la Renaissance occidentale. Comme vous le savez peut-être, la cosmologie d'Aristote décrit un monde qui est d'abord tout petit, c'est-à-dire qui se réduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le système solaire. Ce monde, comme vous le savez, est centré sur la Terre. Autour de la Terre, il y a des cercles ou des sphères qui entraînent les autres planètes. Et puis, le monde est clos, le monde est fini. Il possède une barrière, si vous voulez, une frontière, qui est une dernière sphère
qu'on appelle la sphère des fixes parce qu'elle porte les étoiles et que les étoiles sont supposées fixes. C'est-à-dire, dans cette conception, on ne suppose pas du tout que les étoiles sont réparties à des éloignements différents dans l'espace, mais on suppose que toutes les étoiles sont portées, on pourrait dire peintes ou gravées, si vous voulez, sur une sphère dont nous occupons le centre, et cette sphère étant la dernière, c'est la frontière du monde. Donc vous voyez, on a un monde clos, on a un monde petit, on a un monde hiérarchisé avec la Terre au centre, et puis les planètes, et puis la dernière des étoiles fixes, un monde avec une frontière. Et puis évidemment, on suppose que c'est cette sphère des fixes qui tourne, et non pas la Terre, autour d'une Terre fixe, et c'est pour ça qu'on voit les étoiles tourner autour de l'axe des pôles pendant la nuit, à peu près en 24 heures. Donc voilà très grossièrement le monde d'Aristote, et malgré la présence de conceptions concurrentes, notamment celle des philosophes atomistes, eh bien, ce monde restera la conception cosmologique en vigueur, comme je vous l'ai dit, jusque vers le XIVe, XVe, XVIe siècle de notre civilisation. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? D'abord, disons qu'au XIIe siècle, il y a eu un renouveau scientifique apporté par les Arabes. Finalement, c'est toute notre science, toute notre physique nous vient des Arabes qui ont d'abord apporté des traductions, ont traduit en latin même, je dirais, les textes grecs, qui ont réintroduit ces textes latins en les commentant, en travaillant dessus, et finalement en engageant les débats qui allaient se développer et donner lieu à notre physique. Donc notre science, c'est une science arabe. Et lorsque les textes de Platon et d'Aristote, enfin d'Aristote surtout en ce qui nous intéresse, sont réintroduits, se pose la question de savoir s'ils sont conformes ou non aux écritures chrétiennes, puisque à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge, notre civilisation est dominée par, on peut dire c'est une civilisation chrétienne, et en France une civilisation catholique. Et la règle, c'est de dire que tout ce qui se passe dans la nature est conforme à ce que disent les Écritures. Donc si on découvre une nouvelle philosophie qui est celle d'Aristote, est-elle ou non conforme aux Écritures? Dans un premier temps, il semble que non, ce qui crée une sorte de conflit qui conduit à un rejet, dans un premier temps, de cette cosmologie d'Aristote. Et puis ensuite, les docteurs de l'Église, notamment saint Thomas d'Aquin, montre qu'au prix de légères modifications, on peut très bien accorder la philosophie d'Aristote avec la conception chrétienne du monde. Et ça donne une sorte de synthèse des deux, qui va donc être la conception du monde à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Mais tout ne marche pas là-dedans, et petit à petit, des morceaux de cette physique aristotélicienne vont être contestés les uns après les autres, et ça donnera lieu à une sorte d'effondrement de cette conception du monde qui donnera lieu à la physique moderne, dont on peut dater l'acte de naissance avec la publication des Principia de Newton, que j'ai déjà mentionné, en 1687. Alors, ces remises en cause, elles sont faites par des gens comme Nicole Oresme, Nicolas de Cuse, Copernic, Giordano Bruno, Kepler, Tycho Brahe, Descartes, Galilée, Newton, bon j'en oublie certainement, mais c'est les noms principaux qu'on connaît. Bon, je donne quelques exemples. Copernic qui dit que le centre du monde, c'est pas la Terre, mais il est au Soleil, enfin pas tout à fait exactement le centre du Soleil, mais proche du Soleil. Giordano Bruno qui dit que le monde n'est pas du tout fini et borné par une dernière sphère, mais qu'il est infini, et qu'il peut même y avoir d'autres mondes, comme il dit, une infinité, une pluralité peut-être infinie d'autres mondes. Tycho Brahe et Kepler montrent que, en fait, la physique et les mouvements et les lois du mouvement dans le ciel sont les mêmes que sur Terre. Enfin, pas qu'elles sont les mêmes, mais ils montrent que les différences que l'on croyait ne sont pas valables. Kepler démontre que les orbites des planètes, notamment de la planète Mars, ne sont pas des cercles mais des ellipses, etc., etc. Toute une suite de remises en cause qui fait que petit à petit le système s'écroule et il faut bien reconstruire, et c'est essentiellement Newton qui va faire ce travail dans ses Principia. Newton, je vous en ai déjà parlé, puisque ce qu'il énonce dans ses Principia, c'est entre autres choses l'existence de l'espace et du temps. Autre innovation très importante, l'introduction de l'attraction gravitationnelle, de la force
de l'interaction gravitationnelle qui régit les mouvements à la fois sur Terre et dans le ciel et qui permet finalement de comprendre et d'expliquer le balai des planètes, des étoiles dans le ciel, finalement tous les mouvements, aussi les comètes qui ont des orbites qui jusqu'ici étaient très mal comprises. Donc cette physique de Newton, nouveauté complète, succès immédiat, puisqu'on arrive à expliquer les orbites des planètes, des comètes, etc., toutes les sortes de mouvements que l'on peut observer. Succès immédiat, et évidemment, ça conduit à une nouvelle remise en cause des conceptions du monde. Et à partir de Newton, le monde est considéré comme une sorte de cadre infini, c'est l'espace, infini au moins potentiellement, je dirais. Parce que l'espace est infini, mais la question qui se pose, c'est de savoir la matière qui est dans l'espace, est-ce qu'elle va se répartir jusqu'à l'infini ou seulement dans un voisinage de notre position? Alors, à l'époque de Newton, on avait bien compris quand même que les étoiles n'étaient plus sur une sphère où elles étaient dessinées en quelque sorte, mais qu'elles étaient à des éloignements différents. C'est la conception d'aujourd'hui. Bon, c'est à ce moment-là, par exemple, que l'astrologie et l'astronomie se sont définitivement séparées, puisque si les étoiles ne sont pas peintes sur une sphère ultime, ça veut dire que les constellations n'ont pas d'existence réelle, mais ce ne sont que des effets de projection qui d'ailleurs se modifient au fur et à mesure que les étoiles bougent. Donc les constellations n'ont plus d'existence, donc l'astrologie qui se basait dessus n'a plus d'objet d'une certaine manière. Donc une nouvelle conception du monde avec Newton. On se rend compte que les étoiles sont à des éloignements différents, on se rend compte que le monde est beaucoup plus grand que le système solaire. La question qui va se poser, c'est jusqu'où la distribution des étoiles peut-elle s'étendre? Est-ce que ça va loin ou est-ce que ça ne va pas loin? Est-ce que ça s'arrête à un moment ou est-ce que ça continue jusqu'à l'infini? Alors ces questions sont l'objet de très nombreux débats. D'ailleurs, même avant Newton, il y avait des débats quand même de ce genre. Je ne vais pas rentrer dans cette problématique qui est très intéressante, mais qui est autre chose. Mais il y a quand même un point qui est relativement intéressant en ce qui concerne notre débat, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la nuit noire, qui avait déjà été remarqué par Kepler. Kepler à la transition des XVIe et XVIIe siècles. Alors avant Kepler, je vous ai mentionné ce personnage de Giordano Bruno, qui est un personnage extrêmement intéressant, qui disait, ben oui, le monde n'est pas réduit au système solaire, le monde n'est pas fini, mais il est infini, et dans ce monde, il y a une infinité d'étoiles comme le Soleil, d'étoiles brillantes comme le Soleil. Alors c'était évidemment une idée très audacieuse à l'époque, et on peut s'étonner que quelqu'un qui était également très audacieux, à savoir Kepler, n'ait pas été partisan de cette idée. Et en fait, c'est que Kepler avait un argument très sérieux contre cette possibilité. Et c'est un argument qui était finalement géométrique. Un argument qui disait, eh bien, si vraiment le monde est infini et qu'il est peuplé d'étoiles de manière à peu près régulière qui vont jusqu'à l'infini, eh bien, si je regarde dans n'importe quelle direction, il y a un petit raisonnement géométrique assez simple qui fait que nécessairement dans cette direction, il doit y avoir une étoile. Peut-être qu'elle est très loin, mais il doit y avoir une étoile. Donc dans cette direction, je dois forcément voir la brillance de l'étoile. Et puis comme c'est vrai pour n'importe quelle direction, dans n'importe quelle direction du ciel, je dois voir une étoile, et donc cette direction doit être brillante. Et finalement, le ciel complet devrait être brillant, y compris la nuit. Brillant comme le soleil. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, selon Kepler, ce raisonnement prouve que l'espace ne peut pas être infini et peuplé d'étoiles. Alors ce raisonnement a été repris par beaucoup de gens, y compris par un gars assez obscur qui s'appelait comment d'ailleurs, j'ai oublié. Olbers, oui, Olbers qui était un astronome amateur, je crois que c'était au XVIIIe ou XIXe siècle, et puis par d'autres, et c'est resté sous le nom de paradoxe d'Olbers ou paradoxe de la nuit noire. Donc pour cette raison, Kepler nous dit le monde ne peut pas être infini. Alors en fait, bon, le raisonnement de Kepler était juste, mais il n'avait pas tenu compte d'une certaine chose, il ne pouvait pas en tenir compte parce qu'il ne savait pas que la lumière se propage à une vitesse infinie, au contraire, à une vitesse finie, pardon, plutôt que infinie, puisque ça a été découvert à la fin du XVIIe siècle. Et finalement, ça change tout. Ça change tout. Et pourquoi ça change tout? Le premier qui s'est rendu compte de la manière dont cette possibilité changeait complètement la question du monde fini ou infini, c'était le poète Edgar Poe. Et on trouve
l'explication dans un de ses textes qui s'appelle Eureka. Un texte qui est assez extraordinaire d'ailleurs, où il a des espèces de visions sur ce que peut être le monde, etc. Bon, il y a des choses plus ou moins bonnes, enfin c'est très bon, mais plus ou moins exact comparé à ce qu'on connaît. Et entre autres, il parle de ce problème, et il dit, bon, le raisonnement de Kepler est juste, mais il a oublié une chose, c'est que, bon, je regarde dans une direction. C'est vrai, il y a forcément une étoile dans cette ligne de visée, c'est vrai. Mais si l'étoile est très lointaine, et qu'elle a émis de la lumière, eh bien peut-être que cette lumière n'a pas eu le temps de m'arriver. Tout simplement, parce que si l'étoile, mettons, est née il y a seulement 1 milliard d'années, et qu'elle est située à une distance de moi qui est de 2 milliards d'années-lumière, vous voyez bien que la lumière doit mettre 2 milliards d'années pour me parvenir. Donc, si l'étoile n'existe que depuis 1 milliard d'années, la lumière qu'elle envoie n'a fait que la moitié du chemin. Je la recevrai, c'est vrai, un jour, mais seulement dans 1 milliard d'années. Aujourd'hui, je ne vois rien, c'est tout noir. Donc vous voyez, c'était vraiment une explication à cette énigme, et l'explication est la bonne, puisque maintenant on sait que la plupart des étoiles n'existent que depuis un certain temps, 1, 2, 3, quelques milliards d'années. Le Soleil, par exemple, 5 milliards d'années. Et on sait de toute façon aussi aujourd'hui que l'univers, dans un sens que je vais préciser, a un âge de 15 milliards d'années. Donc on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a 15 milliards d'années, il n'existait aucune étoile. Donc même s'il y a des étoiles extrêmement loin, je ne peux en voir aucune qui soit plus loin que 15 milliards d'années-lumière. Parce que s'il y a une étoile qui a 16 milliards d'années-lumière, ça veut dire que sa lumière doit, pour me parvenir, mettre 16 milliards d'années. Donc, comme l'univers n'a que 15 milliards d'années, cette lumière n'est pas encore arrivée, et dans cette direction, c'est tout noir. Donc voilà la solution au paradoxe d'Olbers, qui est tout à fait naturelle dans la cosmologie d'aujourd'hui, mais dont évidemment Kepler ne pouvait pas avoir l'idée. Vous voyez que c'est lié à cette notion d'âge des étoiles, qui elle-même est liée à la notion de l'âge de l'univers. Alors, nous voici donc après Newton, où on se demande quelle est l'extension du monde finalement. On comprend bien qu'il y a des étoiles, et on se dit, ces étoiles, jusqu'où vont-elles ? Et au XIXe siècle, les astronomes vont s'intéresser de très près à cette distribution des étoiles, à leur répartition. Comment font-ils ? Ils vont faire des comptages, c'est-à-dire ils vont se fixer une direction du ciel, et puis ils vont compter les étoiles en mesurant leur brillance, sachant qu'évidemment, plus une étoile nous paraît brillante, plus elle est proche. Et puis on va compter par tranche de brillance. Bon, ils font ça de manière qui se précise de mieux en mieux. Et au milieu ou à la fin du XIXe siècle, ils arrivent à comprendre qu'autour de nous, la distribution des étoiles, elle est très dense, et puis elle s'arrête. Elle s'arrête, quelle que soit la direction du ciel, au bout d'un moment, la distribution des étoiles s'arrête. Ça veut dire que nous sommes, nous, le système solaire, dans un grand rassemblement d'étoiles. Un grand rassemblement d'étoiles qu'on appelle aujourd'hui notre galaxie. Donc au XIXe siècle, les astronomes comprennent que le Soleil n'est qu'une étoile parmi à peu près 100 milliards d'autres dans notre galaxie. Et ils pensent évidemment que l'univers se réduit à notre galaxie. C'est-à-dire il y a ces 100 milliards d'étoiles qui forment un gigantesque groupe, et puis après il n'y a plus rien. Il y a l'espace infini qui continue à s'étendre, mais il n'y a plus de matière. Alors, au XIXe siècle, l'intérêt des astronomes, disons à la fin du XIXe siècle, c'est de mesurer les dimensions de notre galaxie, de montrer quelle est sa forme, de savoir si nous sommes au centre ou ailleurs. Bon, et il y a beaucoup de débats à ce sujet. Aujourd'hui, on sait, et ils le comprennent assez vite d'ailleurs, que cette galaxie, c'est une sorte de disque aplati. C'est-à-dire une répartition d'étoiles, si vous voulez, qui forme une sorte de disque avec un renflement au centre. Et nous ne sommes pas du tout au centre, mais nous sommes à peu près aux 2/3 du rayon par rapport au centre. Ce qui fait que quand on regarde le ciel, si on regarde dans la direction perpendiculaire au disque, on voit très peu d'étoiles. Si on regarde dans l'autre direction opposée, très peu d'étoiles aussi. Et si on regarde dans la direction du disque, au contraire, on voit une bande d'étoiles très lumineuse. Bon, on ne voit pas les étoiles individuellement, mais cette bande lumineuse, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée dans le ciel. Donc la Voie lactée, finalement, c'est la trace du disque de notre galaxie dans le ciel. Très bien. Ça, les astronomes l'ont compris à la fin du XIXe siècle. Mais un siècle plus tôt, déjà,
il y avait un philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant, que vous connaissez certainement, peut-être pas à ce propos, qui avait dit oui, peut-être que dans l'univers, il y a des répartitions de matière isolées et qu'il y en a beaucoup, ce qu'il appelait des univers îles. Donc si nous sommes dans une galaxie, bien qu'on ne voit pas les autres, peut-être qu'il y a d'autres galaxies très loin, tellement loin qu'on n'arrive pas à les voir. Ça, c'était une idée émise un siècle plus tôt, mais qui était un peu tombée dans l'oubli. Et qui va renaître à la fin du XIXe siècle. Pourquoi? Parce que, grâce aux télescopes assez puissants, grâce à la photographie, les astronomes s'aperçoivent que dans le ciel, il n'y a pas que des planètes et des étoiles, mais il y a aussi des objets qu'on appelle des nébuleuses. On les appelle les nébuleuses parce que ça ressemble à des nuages très brillants, c'est diffus. Aujourd'hui, on en a vu des tas de photos dans tous les magazines, à la télévision, etc. Mais à l'époque, c'est une grande nouveauté. Donc on observe des nébuleuses et les astronomes se demandent ce que c'est. Ils pensent bien que certaines sont des nuages de gaz, mais est-ce que toutes sont des nuages de gaz? Parmi ces nébuleuses, il y en a qui ont des formes magnifiques, des formes spirales. Et ils s'intéressent en particulier à ces nébuleuses spirales. Et il y a un astronome américain qui s'appelle Vesto Slipher qui s'occupe de mesurer les vitesses de ces nébuleuses spirales par rapport à nous. Et il mesure des vitesses et il est très étonné parce qu'il trouve des vitesses très élevées, beaucoup plus grandes que ce à quoi il s'attendait, des centaines de kilomètres par seconde. C'est vraiment beaucoup. Et il fait un petit calcul très rapide et il s'aperçoit que si vraiment ces nébuleuses, quelle que soit leur nature, ce n'est pas ça qui est en cause pour le moment, si vraiment ces nébuleuses se déplacent aussi rapidement, eh bien elles devraient sortir de notre galaxie assez rapidement à l'échelle cosmique. Bon, si les nébuleuses sortent de notre galaxie, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans notre galaxie, en tout cas pas tout le temps, et pas toutes. Donc il commence à avoir l'idée, mais finalement ces nébuleuses, est-ce que ce ne seraient pas des objets beaucoup plus lointains que les limites de notre galaxie, et est-ce que ce ne serait pas précisément ces univers-îles dont parlait Kant? Alors au début, la plupart des gens le traitent d'idiot, on lui fait refaire ses mesures, parce qu'on dit « oh, vous vous êtes trompé », mais il refait ses mesures, il trouve les mêmes valeurs, plus il fait de mesures, plus il trouve des valeurs élevées, donc il est de plus en plus convaincu de son idée. Et d'autres astronomes, petit à petit, sont également convaincus de la même idée. Donc il y a un grand débat qui s'instaure, et je dis grand débat parce qu'effectivement c'est resté dans l'histoire de l'astronomie sous le nom de grand débat, parce que vraiment tous les astronomes prennent parti et il y a des grandes discussions. Et ce débat sera résolu en 1924, c'est-à-dire il faudra quand même plusieurs décennies pour que ça soit résolu. Celui qui résoudra la question, c'est un autre astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble. Comment fait-il? Eh bien, il prend une de ces nébuleuses, il prend la plus brillante, qui s'appelle la nébuleuse d'Andromède, et il l'observe très attentivement. D'abord, il voit qu'elle est faite d'étoiles, mais ça ne veut rien dire, parce que ça pourrait très bien être un rassemblement d'étoiles à l'intérieur de notre propre galaxie. La force de Hubble, c'est qu'il arrive à mesurer les éloignements de ces étoiles. Et il montre que les éloignements de ces étoiles sont plus grands que les limites de notre galaxie. Donc il montre que la nébuleuse d'Andromède est en dehors de notre propre galaxie. Première conséquence, notre galaxie ne constitue pas l'univers entier puisqu'il y a des objets qui sont en dehors. Et deuxième conséquence, on s'aperçoit rapidement que la nébuleuse d'Andromède est beaucoup plus loin et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une autre galaxie très semblable à la nôtre. Et on s'aperçoit donc en 1924 que l'univers, ce n'est pas notre galaxie, mais que c'est un rassemblement de milliers, de millions, de milliards de galaxies dont la nôtre est une parmi les autres, qui n'a rien de spécial, si vous voulez, ni plus grande, ni plus belle, ni plus quoi que ce soit. Donc, vous voyez, la conception du monde change, et il y a un deuxième point très intéressant, qui est que, c'est pas parce qu'on a montré que les galaxies, ces nébuleuses sont des galaxies et qu'elles sont en dehors de notre propre galaxie, de la Voie lactée, ça n'explique pas pourquoi elles ont des vitesses si importantes. Donc ça reste toujours une énigme. Ça reste une énigme, d'autant plus que lorsque Slipher, et puis après lui d'autres, dont Hubble, mesurent les vitesses de nouvelles galaxies, ils trouvent des vitesses, ils trouvent des valeurs encore plus élevées. Et puis, autre point curieux, à part quelques exceptions extrêmement rares, ils trouvent toujours des galaxies qui s'éloignent de nous, jamais qui se rapprochent. Donc ça reste un peu un mystère. Puisque c'est vrai pour toutes les galaxies
au début pour une dizaine, une centaine, un millier, aujourd'hui pour des millions de galaxies, ça prouve bien que c'est un phénomène d'ampleur cosmique. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans notre environnement parce qu'il y a une explosion qui les a mises en mouvement, quelque chose comme ça. C'est vraiment un phénomène à l'échelle cosmique, à l'échelle de l'univers entier. Mais quel est ce phénomène? Alors, ça, on est donc à ce moment-là dans les années 1920-1930, et il y a donc cette énigme. Et cette énigme, en fait, pour la résoudre, on se place dans le cadre d'une cosmologie qui est une nouvelle cosmologie, puisque précisément, dans les décennies précédentes, avait été créée cette nouvelle théorie, la relativité générale, qui date de 1916, qui apporte un regard complètement nouveau sur l'univers. Alors, je vous ai parlé donc de la théorie de la relativité générale pendant le cours dernier, comme une théorie de la gravitation, mais comme cette théorie assimile la gravitation à la courbure de l'espace-temps, ça veut dire que c'est aussi une théorie qui concerne l'espace-temps, l'espace et le temps, si vous voulez. Or, qu'est-ce que c'est que l'univers? L'univers, maintenant, on pense que c'est précisément une sorte de cadre géométrique, l'espace-temps, dans lequel il y a tout ce qu'on observe, les galaxies et tout ce qu'elles contiennent. Donc l'univers, c'est l'espace-temps et son contenu. Donc si la théorie de la relativité générale est une théorie de l'espace-temps, ça veut donc dire que la relativité générale est la bonne théorie pour faire de la cosmologie. Et c'est ce qu'on va faire à partir de l'énoncé de la relativité générale dès 1917. Et à partir de ce moment-là, la cosmologie est devenue une cosmologie relativiste, parce que tous les raisonnements que l'on va faire pour essayer de comprendre l'univers sont faits dans le cadre de la relativité générale. Le premier à appliquer cette prescription, c'est Einstein lui-même, puisque dès 1917, alors que sa théorie a tout juste un an, il propose déjà le premier modèle cosmologique relativiste, c'est-à-dire il donne un modèle de l'univers, un modèle qui est très différent de celui de Newton et qui précisément utilise cette nouvelle richesse de la relativité générale, à savoir la possibilité d'une géométrie nouvelle, ces fameuses géométries non euclidiennes qui avaient été découvertes au siècle précédent. Alors, en 1917, la plupart des astronomes n'avaient pas du tout entendu parler des observations de Slipher, de ces vitesses de galaxies. En anticipant, vous avez bien compris que ça allait être le signe de l'expansion de l'univers, mais Einstein, en 1917, comme la plupart de ses collègues, ne connaissait pas ça, ne soupçonnait pas que l'univers puisse être en expansion. Il pensait, comme tout le monde, que l'univers était statique, c'est-à-dire ne bougeait pas, restait immobile. Donc, le modèle cosmologique qu'il a construit en 1917 était un modèle destiné à décrire un univers statique. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est plus valable, mais à l'époque, on pouvait le considérer comme un bon modèle. Donc, Einstein propose un modèle où l'univers est statique, c'est-à-dire où l'espace, si vous voulez, ne change pas, mais où l'espace a quand même une géométrie très particulière, qui n'est pas la géométrie de l'espace euclidien, qui est la géométrie de ce qu'on appelle une hypersphère. Bon, peu importe les détails, et puis ce n'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que cet univers possède une propriété remarquable, à savoir, il est fini, il est de volume fini, il a une circonférence finie, et il n'a pas de frontières. C'est-à-dire que c'était une manière aussi de résoudre ce fameux paradoxe. On peut maintenant, grâce à Einstein, avoir un monde fini sans avoir de frontières. C'est-à-dire qu'on n'est pas gêné par le paradoxe de la frontière, dont je crois que je vous ai parlé dans les derniers cours, et on n'est pas gêné non plus par le paradoxe de la nuit noire, le paradoxe d'Olbers. Donc une nouveauté, un univers fini et sans frontières. Bon, ce modèle, 1917, s'appelle le modèle Einstein. Comme je viens de vous le dire, il ne s'applique pas à l'univers d'aujourd'hui, puisqu'on a fait des découvertes depuis, notamment de l'expansion. Donc il est abandonné. Mais enfin, c'est intéressant, c'est le premier modèle cosmologique. Un peu plus tard, quelques années plus tard, il y a un autre physicien qui s'appelle Willem de Sitter, un physicien hollandais, qui propose un autre modèle d'univers qu'on appelle modèle de Sitter. Donc c'est les deux premiers modèles cosmologiques qui ont été proposés. Bon, toujours est-il que on a donc maintenant une nouvelle théorie très puissante et tous les physiciens qui s'intéressent à la cosmologie, tous les cosmologues, sont persuadés que cette théorie de la relativité générale, c'est la bonne théorie pour faire de la cosmologie, donc pour parler de l'univers. Alors, finalement, toute notre cosmologie d'aujourd'hui, si elle est si développée,
C'est parce qu'il y a eu cette espèce de coïncidence entre, d'une part, l'arrivée de la relativité générale en 1917, qui fournit donc un cadre nouveau pour faire de la cosmologie, et d'autre part, au début du siècle également, la mise en service de grands télescopes, de détecteurs, d'appareils photographiques, etc., très puissants, qui permettaient, de spectrographes aussi, qui permettent de mesurer les vitesses, tout ça qui permet de faire vraiment des observations très précises de l'univers. Donc une sorte de conjonction heureuse entre théorie et observation. Et donc, la théorie, on en est finalement à Einstein et sa théorie de la relativité générale qui essaye de construire des modèles relativistes, lui et ses collègues. De l'autre côté, les observations de Westo-Slipher, personne n'a encore fait le lien. Petit à petit, on se rend compte, si vous voulez, ces mesures de vitesse commencent à être connues. Et en 1929, Hubble, le même Edwin Hubble dont je parlais tout à l'heure, en fait lui-même des observations de vitesse. Et encore une fois, il réussit à montrer un résultat important, qu'on appelle aujourd'hui loi de Hubble, et qui est considérée comme la loi la plus fondamentale de la cosmologie. À savoir, ce qu'il réussit à montrer, c'est que plus une galaxie est distante, plus la vitesse à laquelle elle s'éloigne est élevée. Loi de Hubble, et lui, il énonce une relation de proportionnalité entre les deux. Donc sa loi s'écrit vitesse v égale une constante multipliée par l'éloignement d. V égale hd. D, c'est une constante qu'on appelle aujourd'hui, h, c'est une constante qu'on appelle aujourd'hui constante de Hubble, et dont il donne la valeur expérimentalement. Donc, en 1929, Hubble énonce cette loi, une loi empirique basée sur ses observations. Il n'en donne aucune interprétation, et il dit aux astronomes, voyez, c'est comme ça, je l'ai mesuré, j'ai fait des observations, voilà la loi que je trouve, comment l'expliquer ? Tous les astronomes, tous les cosmologues se grattent la tête, ils comprennent bien qu'une loi aussi générale, ça gouverne vraiment l'univers dans sa totalité, donc c'est quelque chose qui doit relever de la cosmologie, relever de la relativité générale, mais pour le moment, les modèles cosmologiques qu'on a, c'est le modèle d'Einstein et le modèle de Sitter, et dans ces modèles-là, on ne comprend pas cette loi. Donc, 1929, Hubble énonce sa loi. 1930, il y a un congrès de la Royal Astronomical Society en Angleterre où l'on parle beaucoup de cosmologie. Et le résultat du colloque, c'est on a des modèles cosmologiques, on a observé une loi qui a certainement une signification cosmologique, mais on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à faire le lien entre les deux. Donc le colloque se sépare sur un constat d'échec. Les actes du colloque sont publiés. Il y a un physicien belge qui s'appelle Georges Lemaître qui lit les résultats de ce colloque, les actes du colloque, et qui dit « mais moi, j'ai la solution que j'ai publiée déjà il y a 3 ans, en 1927 ». Georges Lemaître était l'ancien élève de Arthur Eddington. Arthur Eddington, président de la Royal Astronomical Society britannique, et était l'organisateur de ce colloque en 1930. Donc Lemaître écrit à Eddington et lui dit « regardez, j'ai la solution du problème publiée en 1927 ». Eddington lit ce papier qui avait été publié dans une revue belge en français que personne n'avait lu. Eddington lit le papier et dit ben oui, c'est vrai, voilà la solution. Il fait traduire le papier, il en parle autour de lui, etc. Et finalement, ça devient la théorie de l'univers en expansion. Ce qu'avait montré Lemaître en 1927, c'est qu'à partir des équations de la relativité générale, on pouvait construire des solutions cosmologiques, on pouvait construire des modèles cosmologiques où l'univers n'était plus statique, mais où il était en expansion. Dans un mot, on va voir ce que ça veut dire dans un moment. Et il avait compris que dans un univers comme ça, qu'est-ce qu'on doit observer ? On doit observer très exactement que les galaxies s'éloignent de nous avec des vitesses. Et Hubble, en 1927, fait même le calcul, et il dit on doit observer des vitesses v proportionnelles à la distance, avec une loi v égale une constante multipliée par d. Donc 2 ans avant Hubble, c'était déjà la loi de Hubble, en plus avec la bonne valeur de la constante de Hubble, qu'on pourrait appeler constante de Lemaître. Bon, peu importe, toujours est-il qu'en 1930-1931, donc, on découvre que tout ceci est très bien expliqué par une solution de la relativité générale, et donc cette solution décrit un univers en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire l'expansion de l'univers ? Ça veut dire que l'espace, les propriétés de l'espace changent, à savoir l'espace, d'une certaine manière, se dilate. Donc les galaxies, elles sont dans l'espace. Elles ne sont pas en mouvement dans l'espace,
mais elles sont au repos dans l'espace, et puisque l'espace se dilate, ça veut dire que la distance entre les galaxies augmente. C'est comme si vous dessinez des points sur une membrane en caoutchouc, vous étirez la membrane, les points ne bougent pas sur la membrane, mais vous voyez bien que si vous avez une règle, vous verrez que les distances, les éloignements entre les points augmentent. Tout ça étant évidemment décrit dans le cadre d'un modèle d'espace-temps non euclidien. Quelque chose d'un petit peu plus compliqué qu'une membrane en caoutchouc, mais l'idée est un peu la même. Donc je répète, les galaxies sont immobiles dans l'espace, mais l'espace est lui-même en expansion et les entraîne. Un peu comme des bateaux qui sont... Vous voyez, si vous voyez des bateaux sur une rivière, ben, les bateaux peuvent être immobiles par rapport à l'eau, par rapport au courant, ils n'ont pas de moteur, mais le courant les entraîne et vous les voyez bouger. Les bateaux sont commobiles parce qu'ils sont entraînés par le courant. Les galaxies sont commobiles parce qu'elles sont entraînées par une sorte de courant, non pas un courant d'eau, mais un courant d'espace. Alors un courant d'espace, on n'en a jamais vu, mais précisément, ce que dit la relativité générale, c'est que ce qu'on appelle l'espace-temps, si on permet qu'il soit courbe, c'est exactement ce qu'on aurait envie d'appeler un courant d'espace. Donc d'une certaine manière, la relativité générale prédit l'existence de quelque chose qui correspond à ce qu'on voudrait appeler un courant d'espace et qui explique parfaitement l'expansion de l'univers, qui explique parfaitement le fait qu'on observe des galaxies qui sont entraînées comme ça. Donc ces galaxies, ben finalement, elles sont immobiles, comme je viens de vous le dire. Autrement dit, un objet immobile, rappelez-vous le principe d'inertie qu'on apprend à l'école et que Galilée et Newton avaient énoncé. Un objet qui n'est soumis à aucune force, un objet en chute libre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, s'il n'y a pas de gravitation, il décrit une ligne droite. S'il y a un espace-temps un petit peu avec de la courbure, il va décrire ce qu'on appelle une géodésique, qui est l'équivalent d'une ligne droite dans un espace-temps courbe. Bon, peu importe en gros les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que ces galaxies, eh ben, ce sont des objets finalement en chute libre les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que bien que leur éloignement, tous leurs éloignements mutuels augmentent, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire que les galaxies s'éloignent de nous. Non, deux galaxies quelconques s'éloignent, c'est-à-dire toutes les galaxies s'éloignent de toutes les galaxies. Nous ne sommes pas le centre de l'expansion n'a aucun centre. Si vous vouliez un centre, n'importe qui serait sur n'importe quelle galaxie aurait l'impression que les galaxies s'éloignent de lui, mais c'est une illusion. Et si nous avons l'impression que les galaxies s'éloignent de nous, c'est aussi une illusion, parce qu'on ne peut pas voir les composantes des vitesses dans une autre direction. Donc, cette expansion de l'univers est bien comprise, et les galaxies sont immobiles les unes par rapport aux autres. Comme l'espace les entraîne, plutôt que de dire immobile, on utilise le terme commobile, comme je viens de vous le dire. Mais alors, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle, par exemple, nous tous qui sommes immobiles ici les uns par rapport aux autres, et si vous vous souvenez, je vous ai dit que le fait que nous soyons immobiles les uns par rapport aux autres, ça permettait que nous ayons tous le même temps. Bon, ben, très bien. Est-ce que pour les galaxies, ça ne serait pas la même chose? Comme je vous l'ai expliqué, si vous êtes quelqu'un dans une galaxie, vous avez une montre, vous allez avoir un temps propre dans votre galaxie. Quelqu'un dans une autre galaxie aura son temps propre aussi. Mais le fait que toutes les galaxies soient immobiles, ou plutôt commobiles les unes par rapport aux autres, va permettre de mettre tous ces temps propres en accord les uns avec les autres. C'est ça finalement le miracle de ces modèles cosmologiques. Parce qu'ils sont suffisamment simples, parce qu'il existe cet ensemble de galaxies immobiles, ou plutôt commobiles les unes par rapport aux autres. Si on était dans un univers où toutes les galaxies vont dans toutes les directions avec des accélérations, etc., ça ne serait pas possible. Mais apparemment, l'univers dans lequel nous sommes est relativement simple, c'est-à-dire il y a cette expansion bien régulière qui entraîne tout sans modifier l'organisation de toutes ces choses. Donc, le fait d'avoir cette sorte de régularité permet de synchroniser les temps de toutes les galaxies, c'est-à-dire d'en choisir un, n'importe lequel. On va dire ce temps-là, c'est le temps cosmique, c'est le temps à l'échelle de l'univers, et tous les autres, finalement, auront un temps propre qui va être en accord avec ce temps-là. Bien sûr, si quelqu'un d'autre voyage entre les galaxies avec une
un vaisseau interplanétaire à toute vitesse, lui, sa montre n'indiquera pas le temps cosmique. Mais peu importe. Là, on va se dire, au moins, c'est le temps que tous les observateurs comobiles, c'est-à-dire toutes les galaxies telles qu'elles sont, partagent. C'est une sorte de temps collectif, un temps universel, un temps cosmique. Il existe. Ça, c'est un résultat, je ne dirais pas inattendu, mais enfin, ou inespéré, mais enfin, c'est quand même une bonne surprise que ça puisse exister en relativité générale, après tout ce que je vous ai dit, qui était une sorte de destruction du temps. Donc, il existe un temps. On peut dire finalement que l'existence de ce temps cosmique, il résulte vraiment de l'expansion, parce que s'il n'y avait pas l'expansion, s'il n'y avait pas... Parce que l'expansion, c'est très intéressant, parce que vous voyez que ça veut dire que dans le passé, l'univers n'était pas du tout pareil qu'il sera dans le futur. Donc ça veut dire que le passé est vraiment différent du futur à l'échelle cosmique. Ça, c'est intéressant, parce que finalement, toutes les lois de la physique qu'on connaît, que ce soit la physique quantique ou autre, elles sont complètement symétriques dans le temps. C'est-à-dire que si vous voyez un processus qui se déroule, processus de mécanique, de physique quantique ou autre, le processus inverse dans le temps peut également se dérouler. Peut-être avec des petites modifications mineures, mais en gros c'est ça. Tandis que si vous prenez l'expansion de l'univers, et si vous prenez le phénomène symétrique dans le temps, ça serait une contraction. Or l'univers, il n'est pas en contraction. Puisque quand on voit une galaxie, on la voit qui s'éloigne, on ne la voit pas qui se rapproche. Donc vraiment, ça veut dire que l'expansion cosmique veut dire qu'il y a vraiment un passé et un futur dans le temps. Et il y a beaucoup de physiciens qui pensent même que la distinction passé-futur, elle est causée uniquement par l'expansion cosmique, c'est-à-dire par le fait qu'on ait un passé, un futur différent. Bon, c'est une idée intéressante, c'est une idée même séduisante peut-être, mais pour le moment, il est bien évident qu'on n'a pas du tout les moyens, je dirais les moyens théoriques, les moyens conceptuels, pour tester si cette idée est vraie ou pas, et même pour dire si elle a un sens. Pourquoi on n'a pas ces moyens? Parce que l'expansion, c'est défini à partir de modèles de la relativité générale dans lequel l'espace-temps, donc l'espace et le temps finalement sont des choses bien définies. C'est aussi, ça résulte de nos observations de vitesse, et la vitesse c'est un concept qui utilise l'espace et le temps. Donc vous voyez que jusqu'ici on a compris l'expansion à partir de notre concept de temps ou d'espace-temps. Donc pour le moment, ce n'est pas du tout une démarche où on va expliquer les propriétés du temps à partir de l'expansion. Mais il faut savoir que la relativité générale, ce n'est pas la dernière théorie, ce n'est pas l'ultime théorie. Et il y a actuellement beaucoup de physiciens qui cherchent des théories qui iraient plus loin que la relativité générale. Et certaines théories essayent de se construire sans utiliser les notions d'espace, de temps ou d'espace-temps. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Au-delà de l'espace et du temps », c'est parce que vraiment, on essaye, pour aller plus loin, de construire une théorie où on n'aurait ni espace ni temps. Alors, vous allez me dire, c'est pas facile, on essaye, on a des résultats, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait quand même un phénomène qui s'appellerait l'expansion de l'univers, qu'on essaye de décrire autrement que par du temps et de l'espace, on y arrive plus ou moins, et l'intérêt de cette chose-là, c'est que peut-être, à partir de cette expansion de l'univers, on va trouver que l'univers a certaines propriétés qui correspondent à ce qu'on appelle le temps, précisément. Donc ça veut dire qu'avec une nouvelle physique, peut-être qu'on arriverait à montrer qu'un univers, même s'il n'y a pas d'espace, de temps, d'espace-temps, à la fin, cet univers nous donnerait l'impression qu'il y en a. Donc d'une certaine manière, on aurait trouvé l'origine de l'espace et du temps. Bon, ça c'est un vieux rêve des physiciens. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est trop tôt pour le dire, mais vous voyez qu'en tout cas, cette notion d'expansion, elle va jouer un rôle très intéressant. Donc, l'expansion cosmique, le temps cosmique, c'est peut-être la clé du temps tout court. Ici, la démarche que j'ai suivie, c'est quoi? On est parti du temps. On est parti d'une notion du temps qui était celle de Newton et qui correspond un peu à notre intuition, à la géométrisation, si vous voulez, du temps de notre intuition. Bon. On est parti de Newton, on a montré ensuite que la conception newtonienne ne pouvait pas tenir. Ne pouvait pas tenir à cause, par exemple, de la vitesse de la lumière, etc. Et qu'il a fallu abandonner l'idée du temps newtonien et du temps unique
pour arriver au concept d'espace-temps. Ça, c'était la relativité restreinte. Ensuite, on a vu que ce concept d'espace-temps, on était même arrivé à considérer qu'il devait avoir une sorte de forme, des propriétés géométriques. C'est l'espace-temps de la relativité générale, avec sa courbure qui s'interprète comme la gravitation, et toute une richesse. Et un des aspects de la courbure de l'espace-temps, eh bien, c'est l'expansion. Parce que si on regarde les choses du point de vue géométrique, l'expansion, ça ne veut rien dire d'autre que l'espace-temps est courbé. Si vous avez un espace-temps comme ça, bien droit, il est statique, il ne bouge pas. Si vous le courbez, ben vous allez obtenir un espace-temps qui représente un univers en expansion. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une expansion, ça n'est rien d'autre qu'un certain aspect géométrique de la courbure de l'espace-temps. Donc tout ça est absolument très cohérent, mais vous voyez la démarche qu'on a faite. Et on arrive finalement à un temps cassé en relativité générale, puisqu'il n'y a pas un temps, mais il y a des tas de temps. Et puis finalement, miracle, parce qu'on observe des galaxies qui ont l'air d'être à peu près immobiles ou commobiles les unes par rapport aux autres, eh bien on observe qu'on peut reconstruire, retrouver un temps cosmique. Bon, ben c'est très bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la démarche inverse? C'est-à-dire partir de l'expansion. Alors, le premier problème, ça serait est-ce qu'on peut décrire cette expansion de l'univers sans faire appel à la notion de temps? On peut. Comment? Ben, c'est très simple. C'est très simple, c'est pas si simple que ça. Mais pour vous donner un exemple, qui ne va pas être la clé du problème, mais qui peut-être peut vous donner une idée, supposons que j'ai un gigantesque sablier avec lequel je mesure le temps, comme ça. Et puis que je sois capable de mesurer les distances entre galaxies. Eh bien, je vais voir que, alors mon sablier, l'écoulement du sable dans le sablier va directement représenter l'écoulement du temps. Finalement, c'en est une sorte d'image. Mais je peux oublier le temps et je m'intéresse qu'au sablier. Je vais observer que lorsque le sable est en haut du sablier, l'univers est petit. Lorsque le sable est en bas du sablier, l'univers est un peu plus grand. Donc, je fais une sorte de corrélation entre deux événements, entre ce qui se passe dans mon sablier et ce qui se passe à l'échelle de l'univers. Et je vais dire, lorsque le sable est en haut, l'univers est petit, lorsque le sable est en bas, l'univers est grand. Bon, évidemment, j'ai un peu triché, parce que on sait tous que le sable en haut, ça veut dire dans le passé, et le sable en bas, ça veut dire dans le futur. Donc, j'ai utilisé cette métaphore uniquement pour parler du temps. Mais j'ai quand même réussi à faire un énoncé où il n'y a pas de notion temporelle. J'ai dit, l'univers petit coïncide avec le sable en haut, l'univers grand coïncide avec le sable en bas. Donc vous voyez, il y a moyen, alors évidemment on va le faire de manière beaucoup plus sophistiquée en physique, mais il y a moyen de décrire les choses sans faire intervenir le temps. On essaye d'être très soigneux, de ne faire intervenir pour décrire les choses aucun mot qui utilise le temps. Évidemment, dans les équations, on ne mettra rien qui représente le temps. Donc d'une certaine manière, on y arrive. Vous voyez que si on arrive à faire ça, puis si ces corrélations entre événements ont certaines propriétés, eh bien on va dire, ces propriétés, on va finalement les synthétiser, on va essayer de les décrire d'une manière simple, et cette description, ça va faire apparaître une sorte de nouveauté physique, et cette nouveauté, justement, ça va être le temps. Donc vous voyez qu'il est possible peut-être de renverser l'argument, c'est-à-dire au lieu de partir du temps, de le briser, d'arriver à l'espace-temps, et puis finalement au temps cosmique, on peut partir de l'expansion de l'univers, en tant que phénomène que l'on décrit en se passant du temps, et ensuite, à partir d'elle, essayer de définir le temps. Donc on aurait, à ce moment-là, on aurait vraiment trouvé la nature du temps et trouvé son origine. Donc c'est une démarche qui est en train actuellement, disons qui est en cours en physique, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a des chances de succès ou pas, mais en tout cas c'est passionnant parce que de toute façon, qu'on y arrive ou pas, ça veut dire qu'on est en train de réfléchir vraiment sur les fondements de la notion de temps. Parce que la grande question finalement, mais qui se pose aussi bien à propos de l'espace ou du temps, c'est finalement, elle s'est déjà posée à l'époque de Newton. On peut dire que Newton a fait une sorte de coup de force en posant l'existence de l'espace et du temps. Mais vous savez bien que tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Par exemple, le philosophe Leibniz, lui, il disait non, l'espace et le temps
n'existe pas. L'espace, par exemple, c'est simplement le moyen commode que nous avons inventé pour conceptualiser les relations entre tous les objets. Les objets, il y en a qui sont devant, derrière, en haut, en bas. Bon, plutôt que d'énoncer toutes les dispositions relatives des objets les uns par rapport aux autres, on va dire cet objet est ici dans l'espace, cet objet est là dans l'espace, etc. Mais l'espace lui-même, on ne le voit jamais, on ne le touche pas non plus. Ça n'est que, selon Leibniz, un intermédiaire commode pour représenter les relations, un certain type de relations des objets entre eux. Un type de relation que, bien sûr, on appelle relation spatiale. Cet argument a été repris comme une critique aux idées newtoniennes par le philosophe Ernst Mach au XIXe siècle, et des critiques très virulentes. Même chose pour le temps. Leibniz disait « le temps n'existe pas, c'est simplement la manière que nous avons pour coordonner, ou plutôt pour situer les événements les uns par rapport aux autres ». On voit bien qu'il y a des relations entre les événements. Par exemple, dire qu'un événement se déroule avant un autre, c'est une sorte de relation entre les deux événements, bien entendu. Mais plutôt que de dire il y a une relation de ce type entre deux événements, on dit cet événement s'est déroulé dans le temps avant celui-là. Mais on peut très bien oublier le dans le temps et dire il y a un certain type de relation qui est la relation se dérouler avant. Bon, si je dis se dérouler avant, le mot avant fait allusion au temps. Donc cette relation, je peux l'appeler, je peux lui donner un nom abstrait. Je peux dire la relation A, par exemple. Donc je vais dire l'événement, un premier événement A, un deuxième événement, ça veut dire dans notre langage habituel se déroule avant, mais pour le moment je définis la relation uniquement. Et puis ensuite, l'ensemble de toutes les relations entre tous les événements, à savoir quand on a deux événements, on va dire il y a cette relation entre le premier et le deuxième, ou bien il n'y a pas. Donc entre tous les événements, tous les couples d'événements possibles, il y a toutes les relations possibles ou pas de relations, et puis cet ensemble-là de relations, selon Leibniz, c'est ce qu'on appelle le temps. On l'a conceptualisé selon le temps. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ce que dit Leibniz, ce que reprend Mach, c'est on pourrait tout décrire en se passant de l'espace et du temps, puisque ce sont des choses qui, selon eux, n'ont aucune réalité, qui n'existent pas vraiment, qui sont que des moyens qu'on a dans notre tête pour ranger les choses. Bon, très bien. Est-ce que c'est possible? En tout cas, jusqu'ici, la physique n'a pas fonctionné comme ça. Si on prend au sérieux les démarches dont je vous parle, ça veut dire qu'on essaye maintenant de revenir à une conception de l'espace et du temps qui est qu'ils n'existent pas, tout simplement. Autrement dit, bien sûr, d'une certaine manière, ils existent dans nos têtes, forcément, on ne peut pas s'en passer, mais ils sont purement relationnels. C'est-à-dire, comme le disait Leibniz, au lieu de dire l'espace existe, le temps existe, il va dire il y a un ensemble de relations entre les choses ou entre les événements que nous conceptualisons sous la forme de l'espace et du temps. Ou peut-être de l'espace-temps, ça ne change rien de ce point de vue. On peut peut-être faire des choses différentes. En tout cas, c'est ça qu'on essaye. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on va pouvoir décrire les choses, je veux dire les décrire d'un point de vue physique, sans l'espace et sans le temps? Si jamais c'est vrai, est-ce qu'on va avoir une espèce de révolution, une nouvelle révolution à l'envers, c'est-à-dire au XVIIe siècle, après Galilée, Newton a vraiment introduit l'espace et le temps dans la description du monde et dans nos esprits, mais est-ce que dans un siècle ou dans 2 siècles, nos descendants, ils n'utiliseront plus le concept de temps et le concept d'espace? Enfin, dans la mesure où ce sont des concepts, je ne sais pas, mais en tout cas ces notions-là, et est-ce qu'ils parleront du monde d'une manière différente? C'est la question que je laisse ouverte, et bon, je vais m'arrêter là, et je pense que vous avez beaucoup de questions à me poser sur l'ensemble de ces cours.